Mm. Oh, bonjour, vous êtes là? On va commencer notre cours dans quelques instants. C'est bon, ça là, très bien. Très bien, donc bonjour. Merci. Alors, on va directement entamer notre deuxième cours, les malformations de la charnière cervico-occipitale. Alors, les malformations de la charnière cervico-occipitale, donc la définition elle est simple, ce sont des malformations qui vont concerner la charnière ou bien la jonction cervico-occipitale. Donc, ce sont des malformations, bien sûr, congénitales, embryologiques. Ce sont des malformations qui vont, on va dire, ce sont des malformations morphologiques de cette charnière, de cette articulation occipito-vertébrale. Donc, c'est une articulation trop compliquée, articulation fonctionnelle qui va unir la tête au rachis cervical. C'est une articulation très, très importante. Grâce à cette articulation, on peut faire des mouvements flexibles, donc de flexion, d'extension, latéralisation de la tête droite et gauche. Donc, quand on jette la tête directement collée au rachis, on ne peut pas faire ce genre de mouvement. Malheureusement, cette articulation occipito-vertébrale, elle est affectée d'une façon morphologique par des malformations d'ordre congénital. Alors aujourd'hui, on va entamer les malformations de cette charnière, les malformations bien sûr les plus fréquentes parce qu'il y a toute une grande lame de malformations de la charnière cervico-occipitale. Alors, et avant de commencer, il faut savoir qu'il y a des malformations qui vont toucher le secteur osseux, donc l'articulation osseuse et l'articulation, etc., et des malformations qui vont toucher le secteur nerveux. Il faut savoir un autre point très important, il faut mettre ça dans votre tête. Ce genre de malformation de la charnière cervico-occipitale, que ce soit nerveuse ou bien occipitale, sont pratiquement, dans 90% des cas, jamais isolées. Ça veut dire quoi? Vous avez toujours deux malformations à la fois. Malformation nerveuse, deux malformations nerveuses, malformation nerveuse et deux malformations osseuses, etc. Donc, ils ne sont jamais isolés et généralement sont associés, d'où la grande diversité clinique. Pour cela, on peut pas, je ne peux pas après vous donner un type de description de l'examen clinique. C'est-à-dire, je vais vous dire, voilà, celui qui présente une malformation de la charnière cervico-occipitale va présenter tel ou tel signe clinique. Impossible de dire ça pour deux raisons. La première raison, c'est la diversité, c'est l'association des lésions neurologiques et osseuses, lésions, c'est la forme associative. Et la deuxième raison, ça dépend de la gravité. Il y a des lésions minimes, des lésions graves. Donc la clinique va dépendre de la gravité de la lésion, de la gravité pardon, de la malformation, et va dépendre la clinique aussi de l'ensemble des lésions, de l'association pathologique qui est là. D'accord? C'est clair? On passe directement au détail du cours. Alors, les malformations de la charnière, j'ai dit, c'est une malformation donc d'ordre congénital. Elle va concerner quoi? Elle va concerner la jonction cervico-occipitale, articulation entre la boîte crânienne
et le rachis cervical. Donc, elle va intéresser le secteur osseux, le système nerveux et les enveloppes méningées. Les conséquences, elle peut être asymptomatique pendant longtemps, mais pas toujours, et elle peut donner après des troubles neurologiques très très variés et parfois des troubles neurologiques sévères. Un point très important aussi, pourquoi on va faire ce cours, pourquoi j'en suis en train de vous enseigner ce cours, parce qu'il faut connaître la malformation de la charnière cervico-occipitale. Il faut connaître pourquoi, parce que malheureusement, le délai entre l'apparition du premier signe clinique, généralement à l'âge de 18 ans à 20 ans, et le délai et la phase d'état, c'est généralement, pardon, je répète, le délai entre l'apparition du premier signe clinique à 20 ans, par exemple, à 18 ans, et le diagnostic, généralement, est très, très en retard. C'est généralement un chiffre de 40 ans. Donc, entre 18 ans et 40 ans, c'est beaucoup. Généralement, les patients qui sont diagnostiqués en retard, le pronostic est grave et sombre. Deuxième point, pourquoi on doit connaître cette lésion, donc pour diagnostiquer ces genres de lésions d'une façon rapide. Vous êtes là toujours? Vous êtes là toujours? Dites-moi si vous êtes là. Apparemment, il y a un petit problème. Très bien. Donc, tout le monde est là, très bien. Donc, cette malformation, il faut faire le diagnostic précoce pour avoir un bon résultat. Cette pathologie, vu dès l'apparition du premier signe clinique, qu'est-ce qu'elle va faire, cette pathologie, cette information? Elle va s'aggraver avec le temps. Donc, notre but, c'est quoi? C'est le diagnostic précoce de cette lésion. Une fois diagnostiqué précocement, qu'est-ce qu'on va faire? On opère le patient. Le but de l'intervention, c'est quoi? C'est ça la gravité des choses. Le but de l'intervention, c'est pas d'améliorer vraiment le patient, c'est de stopper l'évolution de la maladie, parce que la maladie, cette maladie, elle va évoluer dans le temps. Donc, on va opérer le patient pour stopper l'évolution de la maladie, parce que tout ce qui est neurologique est réversible. Donc, le diagnostic précoce est très important. On stoppe précocement l'évolution de la maladie. Enfin, on a stoppé l'évolution de la maladie. Si vous aurez une amélioration du patient, donc, c'est ça le but de ce cours, c'est de faire un diagnostic précoce comme étant des futurs médecins généralistes, diagnostic précoce du patient grâce à un examen clinique bien précis. Vous allez directement orienter votre patient sans perdre du temps vers une consultation spécialisée de neurochirurgie pour diagnostic à temps. Ça veut dire un pronostic meilleur. Très bien. Alors, bien sûr, avant de commencer, on va faire un petit rappel anatomique. Normalement, vous deviez le faire à la maison hein, tout seul, mais bon, rapidement. Donc, cette articulation entre le rachis et la boîte crânienne, elle est formée par la partie inférieure de l'os occipital, la première vertèbre cervicale qui s'appelle l'atlas, la deuxième vertèbre cervicale, le dentoïde. Il faut savoir que l'atlas et le dentoïde, ce sont des vertèbres qui sont très très particulières. L'atlas est une vertèbre pas comme les autres vertèbres, donc si l'atlas. Pourquoi? L'atlas comporte juste un arc antérieur, un arc postérieur, une masse latérale droite, une masse latérale gauche. Il n'y a pas d'un corps cérébral. La deuxième vertèbre, c'est l'axis qui comporte un corps, mais avec une apophyse odontoïde très très importante. Donc cette articulation comporte articulation atloïdo-occipitale, donc articulation entre les facettes articulaires supérieures de l'atlas et les cavités glinoïdes de l'os occipital. Hein. L'articulation atloïdo-axoïdienne, elle se fait entre l'atlas et l'apophyse odontoïde, pardon, et l'axis, c'est deux. La troisième, c'est l'articulation entre l'odontoïde, c'est une partie de l'axis, deuxième vertèbre. Cette partie, on va vous montrer après l'odontoïde. Et l'atlas, c'est une articulation très, très importante. Grâce à cette articulation, on peut faire un mouvement de
de rotation de la tête. Vous avez bien sûr des membranes atloïdo-occipitale, membrane entre l'axis et C2. Donc, c'est une articulation un petit peu compliquée. D'accord? Donc, on ne va pas faire un rappel anatomique détaillé, mais il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'une articulation entre l'os et juste des membranes, etc., mais à l'intérieur de cette articulation, de cette jonction cervico-occipitale, il y a donc cette articulation osseuse, elle protège à l'intérieur une jonction très importante. C'est quoi la jonction? Vous pouvez me répondre? C'est quoi cette structure très importante? Est-ce que vous pouvez me répondre? Ah, qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'elle protège à l'intérieur? C'est la jonction bulbomédulaire, la jonction entre le tronc cérébral et la moelle cervicale supérieure. Imaginons, il y a dans cette jonction bulbe. Qui dit tronc cérébral, ça veut dire quoi? Une région très sensible. La région cervicale haute aussi, elle est très sensible. En plus, il y a aussi des espaces médulaires, périmédulaires. Il y a des citernes de la base entre la dure mère et le système nerveux central, entre donc la dure mère et les structures nerveuses. Il y a aussi une vascularisation cérébrale très importante, une vascularisation, vous avez les artères de la base qui entrent dans la tête, la carotide interne avec ces bifurcations qui va constituer avec le tronc basilaire, les artères vertébrales, il va former quoi? Vous pouvez me répondre? Ce qu'on appelle le polygone de Willis. Donc cette jonction de la charnière cervico-occipitale, elle est très importante. Elle va protéger à l'intérieur une structure nerveuse trilambe. Il y a le tronc cérébral et la moelle cervicale. Donc, toute atteinte osseuse, toute atteinte, malformation osseuse, aura des conséquences directes sur les structures nerveuses, mis à part les structures nerveuses qui est déjà là d'une façon initiale. Alors, donc, l'examen clinique, j'ai déjà dit qu'on ne peut pas donner un type de description pour ce genre de malformation, parce qu'il y a des malformations uniques, des malformations multiples, malformations sévères, malformations minimes, mais d'une façon générale, vous aurez le symptôme le plus important, vous aurez des douleurs cervicales, des cervicalgies, des patients, typiquement, vous aurez des torticolis à répétition. Alors, bien sûr, on peut faire parfois un torticolis, vous avez changé d'oreiller, etc. Tu te réveilles le matin avec un rideur. Vous êtes toujours là? Vous êtes là? Très bien, très bien. Une minute, je règle ce problème. Mhm. Voilà, j'ai perdu la connexion, apparemment, là, j'arrête. راحت دركا راحت سي بون ظهرت لي رجعت استنى شو
Très bien. Revenons, vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là. Oui, docteur. Aucune réponse? Très bien. Rebelote. Très bien, très bien. On recommence. On est arrivé à la partie clinique. On a dit on ne peut pas mettre un type de description. Vous êtes instable. Bon. Alors, on est arrivé à la partie clinique. On a dit qu'on ne peut pas mettre un type de description pour quelqu'un qui présente une malformation de la charnière cervico-occipitale vu la variété anatomopathologique. La porte, s'il vous plaît. Mais la connexion elle est faible. Pardon. Mais on trouvera des douleurs cervicales, pourquoi pas des céphalées, des cervicalgies. Et un motif très important, il faut mettre ça dans votre tête, vous allez recevoir un patient qui va vous dire je fais beaucoup de torticolis chaque semaine. C'est pas normal, on peut faire torticolis une fois par année, une fois chaque 6 mois, mais pas torticolis chaque semaine. Là, c'est un signe alertant. Il y a un problème. Ce sont des patients qui font beaucoup de torticolis d'une façon générale. C'est un signe d'appel. Les troubles sensitifs, on peut voir les syndromes de dissociation thermoalgésique, des fourmillements, des sentiments de cuisson dans le corps, de brûlure. Parfois, on va trouver d'emblée des troubles moteurs. L'examen clinique, bien sûr, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher un certain, par ordre de fréquence, on cherche le syndrome pyramidal qui fait toute la gravité de la chose. Donc, bien sûr, un déficit moteur, du trouble de la sensibilité thermoalgésique, du trouble trophique, dans le cas le plus... Vous êtes toujours là? C'est bon. Vous êtes toujours là? Très bien. Rebelote. Une minute. Alors, encore, vous êtes toujours là? Oh là là. Il n'y a pas de diapo, Fatima. Répondez-moi, s'il vous plaît, vous êtes toujours là? Oui, docteur. S'il te plaît, vous êtes toujours là? Vous êtes là? Est-ce que vous pouvez me répondre si vous êtes là ou non? Oui, docteur. Oui, très bien. Rebelote. Un problème technique catastrophique. Alors. Là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors. Toujours l'étude clinique, par ordre de fréquence. J'ai dit qu'on cherche syndrome pyramidal, déficit moteur, trouble de la sensibilité, trouble trophique, nystagmus, trouble de la sensibilité épicrétique, etc. Il y a beaucoup de troubles cliniques, toute une gamme. Docteur. Vous avez le cours en détail, hein, et vous allez chercher n'importe quel signe neurologique chez ce genre de patient. Généralement, les principaux syndromes qu'on peut connaître, qu'on peut trouver, c'est beaucoup plus ce syndrome cérébilo-bulbo-médulaire typique
pour l'impression basilaire, syndrome de compression cervicale haute, syndrome syringomyélique et syndrome bien une hydrocéphalie, parfois même une para ou tétraplégique. Donc, chez certains patients, on peut trouver des crises convulsives ou bien un handicap neuropsychologique avec un retentissement sur l'état mental du patient. Alors, on va entamer la partie la plus importante tant que l'Internet est toujours là. Alors, on va faire les lésions osseuses, puis les lésions nerveuses. Alors, on va commencer par les lésions osseuses. La première lésion osseuse la plus fréquente, c'est quoi? C'est l'impression basilaire. Par définition, c'est quoi l'impression basilaire? C'est un enfoncement anormal des éléments osseux qui constituent le trou occipital à l'intérieur de la boîte crânienne. Donc, anormalement, les éléments osseux qui constituent le pourtour du trou occipital vont être enfoncés à l'intérieur, donc de façon anormale, de la boîte crânienne. Et cet enfoncement des éléments osseux du pourtour du trou occipital va engendrer avec lui l'ascension automatique de l'apophyse odontoïde. Vous voyez ici l'image en bas, il y a par conséquence de l'ascension des éléments osseux qui constituent le trou occipital, il y aura une ascension anormale de l'apophyse odontoïde. Dans le cas le plus sévère, c'est l'ascension est très importante de l'apophyse odontoïde, ce qu'on appelle une invagination basilaire. Ça, c'est le cas d'une invagination basilaire très très grave. Il faut savoir que le diagnostic d'une impression basilaire peut se faire avec un simple traçage sur une radiographie du crâne simple d'une ligne, ce qu'on appelle la ligne de Chamberlain. La ligne de Chamberlain, c'est une ligne qui va s'étendre du bord postérieur du trou occipital vers le bord postérieur du voile du palais dans l'état normal. Vous avez une ligne, on dirait, elle sépare l'étage crânien intracérébral de l'étage cervical. En principe, l'apophyse odontoïde, elle est extra-crânienne. Elle ne doit pas monter dans la boîte crânienne. Elle ne doit pas dépasser la ligne de Chamberlain. Et de Kent, la ligne, l'apophyse, si vous allez tracer cette ligne de Chamberlain et vous voyez que cette apophyse odontoïde, elle dépasse la ligne de Chamberlain, ça veut dire qu'il s'agit d'une impression basilaire. Je répète, au cours de l'impression basilaire, il y a un enfoncement anormal des éléments osseux qui constituent le trou occipital. Vous aurez une ascension anormale de l'apophyse odontoïde. Toute apophyse odontoïde au-dessus de la ligne de Chamberlain, qui est une ligne qu'on va tracer sur une radiographie du crâne simple incidence profil, qui va joindre une ligne XY entre la face, le bord postérieur du voile du palais et le bord postérieur du trou occipital. Si la ligne de Chamberlain, normalement, il n'y a pas d'apophyse odontoïde qui va dépasser cette ligne. Dans le cas contraire, on parlera d'une impression basilaire. Le deuxième cas, c'est une occipitalisation de C1. Donc, c'est une fusion anormale de la première vertèbre cervicale, l'atlas, va être collée à l'os occipital d'une façon symétrique, d'une façon asymétrique, d'une façon complète ou incomplète. Ceci va donner un problème statique et va bien sûr influencer cette articulation. Il y aura même des conséquences parfois neurologiques. Vous voyez ici la vertèbre cervicale, elle est complètement, elle est de façon beaucoup plus le bord antérieur et collée vers l'os occipital. C'est une anomalie transitionnelle. Deuxième cas, ce qu'on appelle le bloc cervical. Donc, c'est une soudure des vertèbres. Donc, si vous avez une soudure de plus que 3 vertèbres, dans ce cas, on parle de bloc cervical. Vous voyez dans ce schéma, C1, C2, C3 sont collés. C4, C5 sont collés. Donc fréquemment associés à l'occipitalisation de l'atlas. D'une façon très simple, il n'y a pas beaucoup de choses à dire concernant cette
Cette pathologie, c'est un simple soudure des vertèbres. Donc, si vous avez plus que 3 vertèbres soudées, on parlera de bloc cervical. Quatrième malformation, c'est la malformation de l'odontoïde. L'odontoïde, ça, c'est une odontoïde normale avec deux facettes articulaires. Cette facette articulaire, elle va s'articuler avec les facettes articulaires inférieures de l'atlas. L'odontoïde, elle présente une facette articulaire postérieure qui s'articule avec l'atlas. Ça, c'est une odontoïde normale. Ça, c'est une odontoïde anormale, détachement. Ça aussi, c'est un ossiculum terminal. Ça, c'est une odontoïde hypoplasique. Et ça, c'est une agénisée, absence carrément d'odontoïde. Bien sûr, vous allez me dire, est-ce que ça va influencer l'articulation? Bien sûr, ça va l'influencer. L'articulation acloïdo-axoïdienne, il y a un problème statique qui, bien sûr, influence sur le système nerveux central, sur la jonction bulbo-médulaire. Alors, cinquième malformation osseuse aussi importante, c'est la dislocation acloïdo-axoïdienne. Elle est due à une insuffisance. Hakima. Et elle est due à une insuffisance du ligament transverse qui va maintenir normalement l'odontoïde solidement fixé à l'arc antérieur de C1. Vous avez dans ce schéma-là une... Le cours... Ah bon? Docteur. Il n'y a pas de diapo. Et pourquoi vous m'avez dit ça? Moi, j'ai déjà partagé l'image. Attends. Oh là là. C'est pas normal. On voit rien. Docteur. Depuis l'impression basilaire. Hakima. Vous savez, l'Internet, il est catastrophique. Commencer. Faut attendre un peu, je vais régler ça. Et maintenant, est-ce que vous pouvez voir maintenant ou non? Je vous parle, s'il vous plaît. Non. Non, toujours. Non. Oh là là. Non. On va attendre un peu. Internet qui est faible. Et pourtant, hein, j'ai partagé. Bon, je vais appeler l'ingénieur. Je suis en train d'enseigner. L'image. Pourtant, j'ai partagé. Hein. Les gars d'enseigner. هذه هاني كنت فيها كنت لا يتم الرد على رقم وينك هاني بون بارطاجي كانت نورمال بعديك راحت دانكو. Vous avez l'image maintenant? Très bien. 5 minutes à le
Alors, je recommence rapidement. On est arrivé à où est-ce qu'on est arrêté? Donc, on a vu l'impression basilaire. On a vu l'occipitalisation de C1. Bloc cervical, soudure des vertèbres. Malformation de l'odontoïde, c'est très simple. L'insuffisance, dislocation acloïdo-axoïdienne d'une façon très simple. On dirait que c'est une luxation pathologique de cette articulation acloïdo-axoïdienne, mais croyez-moi, elle a des conséquences neurologiques graves sur la jonction. Sixième malformation, toujours osseuse, c'est la spina bifida. Donc, vous allez faire ça avec le cours avec Dr Fekno. C'est une perte de l'arc postérieur, laissant sortir une partie du système nerveux central, évidemment la dure mère. À l'intérieur, vous avez un sac comme ça, contenant la moelle épinière dans l'étage postérieur. Dans ce cas-là, ce patient-là, il a pratiquement le cervelet dans ce sac de spina bifida. Donc, je ne vais pas trop détailler ici parce que vous allez faire le cours avec Dr Fekno. C'est une spina bifida, mais dans l'étage cervical. Déformation osseuse toujours. La déformation du trou occipital, c'est la déformation la plus simple. Une sténose, élargissement du trou, une asymétrie, une déformation. Donc, si l'impression basilaire généralement, elle peut être associée à une déformation trop-occipitale. La malformation la plus importante qui concerne le trop-occipital, c'est le cas de rétrécissement du trop-occipital dans le cas affiché devant vous. On entame rapidement les malformations nerveuses. Donc, on a terminé avec les malformations osseuses, elles sont simples. Vous êtes toujours là, dites oui si c'est clair. Il faut savoir que la malformation osseuse la plus fréquente et la plus ou moins grave, c'est très bien, c'est l'impression basilaire. Les RIA, je répète rapidement, une invagination anormale dans la boîte crânienne, du pourtour du lobe occipital dans la boîte crânienne d'une façon anormale, amenant avec elle l'apophyse odontoïde. Diagnostic facile par la ligne de Chamberlain. J'ai déjà expliqué la ligne de Chamberlain. Toute ascension au-dessus de la ligne de Chamberlain de l'odontoïde, ça veut dire une impression basilaire. On entame la partie la plus importante du cours, ce sont les lésions nerveuses. Donc, les lésions nerveuses, la lésion nerveuse la plus importante, la plus fréquente, c'est les malformations d'Arnold-Chiari. Malformation d'Arnold-Chiari, puis d'Andy Walker, la syringomélie et les autres malformations. Rapidement, la malformation d'Arnold-Chiari. C'est quoi une malformation d'Arnold-Chiari? D'une façon très simple, c'est une descente anormale dans le canal rachidien des éléments nerveux qui constituent la fosse cérébrale normale postérieure. Vous voyez ici avec moi. Là, c'est un excellent schéma. En principe, dans l'état normal, vous avez une fosse cérébrale postérieure qui comporte le cervelet, le quatrième ventricule, les amygdales cérébilleux, et le tronc cérébral est en place, le quatrième ventricule est en place. Le tronc cérébral, ça veut dire le protubérance et la moelle et le bulbe. On trace cette ligne, la ligne de Chamberlain, c'est une ligne qui sépare l'étage cérébral et l'étage cervical. Dans ce cas-là, vous voyez ici, l'apophyse odontoïde, il est en place. Aucun problème. Mais dans ce schéma, déjà, on voit un problème. C'est une descente anormale des éléments qui constituent le cervelet à travers le trou occipital dans le rachis cervical, dans le canal cervical. Et cette descente, et cette malformation d'Arnold-Chiari, on a trois types de malformations, trois stades. Malformation d'Arnold-Chiari type 1, malformation d'Arnold-Chiari type 2 et malformation d'Arnold-Chiari type 3. Et il y a normalement une malformation d'Arnold-Chiari type 4, c'est une forme qui est incompatible avec la vie. Alors, la malformation d'Arnold-Chiari type 1, c'est la malformation la moins sévère et la plus simple. C'est une simple descente juste des amygdales cérébelleuses
dans la partie haute du canal cervical. Quels sont les mots-clés de cette malformation dans notre carré type 1? Il faut savoir que normalement, obligatoirement, le quatrième ventricule est en place. Le quatrième ventricule, je répète, est toujours en place. Il n'y a aucune descente du quatrième ventricule, il y a juste descente de la partie inférieure du cervelet. Le quatrième ventricule est en place. Le tronc cérébral en place. Je répète, c'est clair? Dites-moi si c'est clair. Malformation d'Arnold-Chiari type 1, descente juste la partie inférieure du cervelet. Le mot-clé, c'est quoi les mots-clés? Quatrième ventricule en place et tronc cérébral en place. Dites-moi si c'est clair, oui ou non? Je passe à la malformation d'Arnold-Chiari type 2. C'est clair? C'est clair? Alors, la malformation d'Arnold-Chiari type 2, contrairement à la première malformation, dans ce cas-là, il y a une descente plus importante des éléments qui constituent le cervelet et surtout le quatrième ventricule qui va descendre dans le rachis cervical. Donc, imaginons le quatrième ventricule de l'orachis cervical. Et en plus, le tronc, on peut trouver